Bonjour Maxime Chatham, je suis très ravie de vous recevoir dans le cadre du Focus Polar organisé à l'occasion du Salon international du livre de Séoul. Vous êtes considéré comme l'un des maîtres du thriller français et vous avez vendu plus de 7 millions d'exemplaires rien qu'en France depuis 2001. Et vos livres sont traduits dans une vingtaine de pays, y compris en Corée du Sud. Pour commencer, pouvez-vous saluer vos lecteurs et vos futurs lecteurs qui vous regardent depuis la Corée du Sud? Avec plaisir. En français ou en anglais? En Je parle français. hélas pas coréen, j'aimerais bien, mais eh bien écoutez, je passe un grand bonjour à tous les lecteurs de Corée. J'espère pouvoir un jour vous rencontrer en vrai. C'est un souhait que j'aimais et je pense que quand la situation mondiale sera rétablie, je pourrai sauter dans un avion et venir à votre rencontre pour pouvoir parler littérature et puis culture en général parce que la culture coréenne est quasiment exemplaire en France. Tout le monde en parle et j'ai très envie de découvrir votre formidable pays. Donc j'espère à très très bientôt. Et pendant votre enfance, vous avez fait plusieurs séjours aux États-Unis et Portland en Oregon, qui était votre première destination dans ce pays en 1987, a même inspiré votre premier roman, L'âme du mal, paru en 2002. Quels souvenirs gardez-vous de ce voyage dans le pays où est né le roman noir? En fait, les États-Unis, c'est un choix de cadre pour écrire mes livres qui s'est imposé parce que d'abord, je connais bien ce pays, j'y suis allé souvent. Depuis que je suis gamin, je suis allé aux États-Unis et donc je connais cette culture. J'ai cette double culture franco-américaine qui me permettait de pouvoir écrire soit en France, soit aux États-Unis sans que ce soit une difficulté. Et les États-Unis m'a semblé une évidence parce que là-bas, tout semble possible, tout semble crédible. N'importe quelle histoire effrayante avec un tueur en série et même les romans fantastiques quand parfois j'écris des romans paranormaux effrayants, quand c'est aux États-Unis on a l'impression que ça devient possible parce qu'il y a une telle influence de la littérature américaine mais aussi du cinéma et des séries américaines que tout semble plausible dans ce pays. Donc pour écrire des histoires un peu angoissantes, il m'a semblé évident que les États-Unis seraient le pays parfait pour situer en tout cas mes premiers romans. Après, j'ai pu parfois dériver et venir écrire des histoires en France dans certains de mes livres ensuite, mais c'est vrai que très souvent, je reviens aux États-Unis. Et adolescent, vous avez souhaité devenir acteur et pris des cours de comédie à Paris. Vous avez même Ouais. obtenu des rôles pour la télévision et tourné quelques spots publicitaires. Et devenir acteur était l'un de vos rêves de l'enfance. Et est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a amené à envisager de lancer une carrière d'écrivain? En fait, je voulais être comédien, mais pas pour des bonnes raisons. Je voulais être comédien parce que c'était un moyen de vivre plein de vies différentes, de pouvoir vivre des aventures quelque part par le biais de mes personnages. Mais c'est pas une bonne raison pour faire de la comédie. Ça peut être pratique pour faire de la comédie en amateur, mais pas en professionnel. Et moi, ma passion, c'était d'écrire depuis que j'étais gamin, mais je pensais que l'écriture, c'était juste une passion, pas un métier. Et petit à petit, je me suis rendu compte à quel point l'écriture était fondamentale, était nécessaire pour moi, et que j'en avais besoin à tel point qu'il fallait que j'écrive un peu tous les jours. Et l'écriture, c'est un moyen justement de vivre d'autres vies, de se projeter dans des aventures, de se raconter des histoires, de vivre des émotions qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas réelles, mais en plus de pouvoir les contrôler, puisque dans l'écriture, on fait ce qu'on veut, alors que le comédien, il doit répondre au texte que quelqu'un d'autre a écrit. Donc, en réalité, je me suis rendu compte assez vite que j'étais pas fait pour être comédien, que j'étais un solitaire, un ours, comme on dit en France, et que j'avais besoin au contraire de calme et de pouvoir exprimer toutes mes idées. Et c'est comme ça que vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à basculer vraiment dans l'écriture, énormément. D'abord en écrivant des pièces de théâtre que je gardais dans un coin chez moi. Et puis petit à petit en écrivant des romans. Et un jour, j'ai senti que j'étais prêt. Et j'ai fait de la criminologie, des études de criminologie, pour pouvoir écrire mon premier roman policier qui était L'âme du mal. Et les lecteurs sud-coréens qui vous ont lu apprécient particulièrement l'art du détail et du vrai qui rend vos récits très réalistes et plausibles, souvent effrayants.
Vous avez justement suivi un an de formation en criminologie à l'Université de Saint-Denis avant de devenir un romancier. Peut-on considérer que ce sont ces études qui vous ont permis d'avoir ces atouts et de faire des romans policiers, votre spécialité? En fait, j'ai fait ces études parce que je voulais vraiment écrire des romans policiers détaillés et j'avais besoin de connaître les bases de l'enquête policière, de la criminologie et de ce qu'on appelle en France la criminalistique, les sciences forensiques. Donc cette année d'études m'a permis d'avoir ce qu'il me fallait pour pouvoir un peu comprendre les mécanismes, par exemple de la médecine légale, les autopsies, les scènes de crime, la police technique et scientifique, comment ça fonctionne. Et ça m'a permis surtout de rencontrer des gens dont c'était le métier et de pouvoir leur poser beaucoup de questions. Et ensuite, j'ai lu énormément de livres, notamment des ouvrages de formation aux États-Unis, pour vraiment entrer dans le détail. Et j'ai été assisté à des dizaines d'autopsies. J'ai passé des heures et des heures avec des policiers, autant en France qu'aux États-Unis, pour essayer de comprendre leur quotidien, en fait, pour pouvoir m'immerger dans leur vie et ensuite pouvoir créer mes personnages. Parce que un romancier a de l'imagination, forcément. Mais quand on est aussi proche de la réalité, il faut pouvoir comprendre la réalité, notamment la réalité des enquêteurs criminels. Comment ça se passe quand on passe 3 jours quasiment sans dormir sur une enquête policière et qu'au milieu de ça, il y a une autopsie, qu'on découvre une scène de crime? Qu'est-ce qu'on ressent face à la découverte d'un corps humain qui a été martyrisé? Et j'avais besoin de comprendre un peu tout ça pour pouvoir me projeter et pour pouvoir écrire mes histoires. Donc la criminologie, ça a été un moyen de me lancer et d'avoir les bases. Aujourd'hui, je passe énormément de temps avec la police française. Je les vois régulièrement. J'ai une sorte de formation continue qui me permet justement d'être toujours au courant des nouvelles technologies et d'avoir des nouvelles idées en permanence pour écrire mes histoires. Vous êtes surnommé le Stephen King français et ce surnom est souvent utilisé lorsque la presse sud-coréenne vous présente. Que pensez-vous de cette comparaison et quel a été l'impact de ce roi de l'horreur sur votre univers? Stephen King a été un auteur qui m'a marqué parce que quand j'étais adolescent, c'est un auteur que j'ai dévoré littéralement, enfin son œuvre plutôt, et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que vivre des émotions très fortes dans la littérature, c'était possible, à travers notamment les émotions comme la peur, l'angoisse, le doute. Et il m'a également appris en tant que lecteur que ce qui est fondamental pour que les émotions passent, c'est la crédibilité des personnages. Ancrer le récit dans la réalité de personnages, qu'on ait l'impression que ces gens existent, qu'ils sont quasiment des amis, des proches, que c'est quelque part aussi une projection de nous-mêmes. Ça, c'est Stephen King qui me l'a appris, en lisant ses livres en tout cas. Et après, être comparé à Stephen King, c'est très agréable, mais je pense que je n'ai pas le talent de Stephen King, j'aimerais bien. Euh, en fait, je pense que la comparaison s'est faite parce que j'écris des histoires qui font peur, que ce soit des histoires policières très réalistes, mais avec énormément d'angoisse sur le fait que ça puisse nous arriver à tous. Parce que quand j'écris des romans policiers, des thrillers, c'est ce que j'essaie de faire. C'est de faire en sorte que le lecteur ait le sentiment que les victimes dans les romans, ça puisse être nous, chacun d'entre nous, lecteurs, parce que ce sont des situations du quotidien, des choses très très vraies. Quand on va au sport le soir après le travail et qu'on marche dans le parking, quand on sort de son travail un peu tard et qu'il fait nuit, qu'on va chercher ses enfants à l'école, toutes ces situations du quotidien dans lesquelles on peut se retrouver. Donc il y a un côté très angoissant, très projectif, très immersif, et qui peut donc, je pense, créer des angoisses. Et puis parfois, j'écris aussi des histoires fantastiques, effrayantes, avec des fantômes ou ce genre de choses. Ça, c'est d'autres genres de romans que je peux faire, là, qui ne sont pas du tout réalistes, au contraire, mais qui justement jouent aussi sur d'autres formes de peur. Donc je pense que la comparaison s'est faite comme ça. Après, je ne l'ai pas revendiqué, même si j'en suis très fier, mais il faut être à la hauteur de la comparaison après. Et votre premier roman, L'âme du mal, paru en 2002 en France, a été traduit en coréen en 2007. Chez nous, l'histoire de ce livre a été présentée comme la version française de Memories of Murder, film policier sud-coréen écrit et réalisé par Bong Joon-ho, qui a remporté la Palme d'Or en 2019 et 4 Oscars en 2020 avec Parasite.
C'est parce que les 12 intrigues suivent un inspecteur profileur qui enquête sur un tueur en série qui commet des meurtres laissant la même signature. Avez-vous eu l'occasion de regarder ce film ou un autre film de Bong Joon-ho et connaissez-vous le cinéma coréen? Oui, bien sûr, j'adore le cinéma coréen. Il y a une créativité, une inventivité dans le cinéma coréen qui est fabuleux. J'adore. Et puis il y a un mélange de genres dans les mêmes films qui est unique, qui ne se voit quasiment pas ailleurs. Les Français ne font pas ça au cinéma, les Américains ne le font pas non plus. Euh, donc oui, j'ai vu Memories of Murder, qui est un de mes films préférés, euh, qui est euh, qui est fabuleux parce qu'il y a le souci du détail. Alors, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Et il y a un réalisme dans le film qui est saisissant. Et puis, il y a une atmosphère qui est fabuleuse. Dans le genre de film policier, j'ai deux films que j'adore. Trois même. Il y a le Silence des agneaux, forcément, avec Hannibal Lecter. Il y a Zodiac de David Fincher. Et il y a Memories of Murder, qui pour moi est une synthèse formidable de ces deux films-là et qui les transcende au point de devenir un film unique en son genre, euh, dont la fin d'ailleurs, on ne va pas raconter la fin, mais est particulièrement forte et extrêmement rare au cinéma. Donc le cinéma coréen en général, Memories of Murder particulièrement, oui, je suis un grand fan. The Chase, je crois que ça s'appelait aussi, qui est un film que j'ai adoré. The Host, très surprenant film. Enfin, il y en a beaucoup. Tale of Two Sisters aussi, qui est un des films qui m'a le plus effrayé au cinéma. Il y a beaucoup de films coréens que j'adore. Et votre intérêt pour le 7e art est reconnu. Vous avez fait partie des membres du jury lors de l'édition 2021 du Festival du film fantastique de Gérard Maire en France. Lors d'une récente interview, vous avez même déclaré avoir trouvé plus d'inspiration dans les films que dans les livres. Comment est née votre passion pour le 7e art et quel genre de film appréciez-vous particulièrement? En fait, le cinéma, c'est ma première passion quand j'étais adolescent. J'allais au cinéma dès que je pouvais. Très jeune, très tôt, j'allais au cinéma. Et, euh, et j'ai toujours été fasciné par le cinéma. Quand j'étais gamin, j'allais dans les vidéoclubs. Alors, ça n'existe plus en France aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a encore en Corée. Mais c'était tellement fascinant et tellement passionnant qu'aujourd'hui, j'ai créé dans ma maison un vidéoclub où il y a une salle avec 8000 Blu-ray, 4K, DVD, dans lequel je me promène et je sélectionne les films comme quand j'étais adolescent au vidéoclub, avant d'aller regarder ça chez moi. Donc, j'ai toujours été passionné par le cinéma et c'est le cinéma qui m'a donné envie d'écrire en réalité. Je me souviens quand j'ai vu Stand By Me, un film de Rob Reiner, tiré justement d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Le Corps. J'ai été fasciné par cette histoire qui racontait ce que j'avais envie de vivre. Moi et mes copains adolescents, vivre un truc incroyable. Alors dans le film, ils partent à la recherche d'un cadavre, ce qui est pas très drôle, mais c'était une aventure, ça sortait du quotidien. Et j'ai tellement eu envie de vivre ça que j'ai pris la machine à écrire de ma mère et avec mes deux doigts, j'ai commencé à retaper l'histoire du film, mais sauf que les héros du film, c'était mes copains. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premières histoires, en fait. En essayant d'adapter des films que j'avais aimés, sauf que les héros c'était mes amis que je mettais dedans. Et ça m'a toujours fasciné le cinéma, même encore aujourd'hui. Je suis plus inspiré par les séries télé et par le cinéma que par la littérature. Je trouve il y a une créativité dans les scénarios, dans les péripéties, qu'on trouve assez peu dans la littérature. Donc je continue d'en regarder régulièrement. Je suis un grand fan et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de monter une société de production pour pouvoir écrire avec un groupe de scénaristes des séries télé et peut-être même des films un jour. Et en lisant vos livres, on a facilement l'impression de regarder un long métrage. Le roman Prédateur, paru en 2007 en France, dont la version coréenne a été publiée en 2010, va être adapté pour la première fois en série et sera écrit par deux scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis. Dans ce livre, vous racontez l'histoire d'un psychopathe qui décime les rangs de l'armée, alors que le duo des scénaristes prévoit de situer la série dans un futur proche, dans un monde au bord de la guerre, confronté au réchauffement climatique et aux crises migratoires.
Que pensez-vous de cette introduction de problématiques contemporaines dans votre ouvrage? Et parmi vos livres, il y a un roman que vous aimeriez voir sur grand écran? En fait, la série télé Prédateur est inspirée de Prédateur, mais aussi d'un autre roman qui s'appelle La théorie Gaïa, pardon, et dans lequel les problématiques que vous avez citées sont évoquées justement. Et donc, en mélangeant ces deux romans-là, eh bien, on retrouve les problématiques de la société actuelle, c'est-à-dire euh, les flux migratoires, le climat, des vraies problématiques écologiques, une défiance à l'égard du modèle de la société de consommation actuelle. C'est quelque chose qui est très présent dans la plupart de mes livres, en fait. Je passe mon temps à m'interroger moi-même en tant qu'individu sur notre rôle en tant que citoyen, en tant que consommateur. Euh, et finalement, la société dans laquelle on vit, c'est nous, chaque individu qui la créons de par nos actes de consommation. Et c'est quelque chose qui m'interpelle et j'aime bien poser des questions aux lecteurs à ce sujet-là, de livre en livre. Et il y a notamment un roman qui est paru il n'y a pas très longtemps en France qui s'appelle Insectes, qui pose pas mal de ces questions et j'aimerais bien celui-ci le voir adapté sur grand écran ou peut-être en série télé. Ça pourrait être intéressant parce que c'est un livre qui parle à la fois, c'est une enquête policière, ça parle de nos peurs modernes et de nos peurs ancestrales. Les peurs ancestrales qui sont la peur du noir, la peur des insectes, de la claustrophobie, être enfermé, se réveiller quelque part, enfermé dans une tombe, ce genre de choses. Et en même temps qui parle aussi de nos peurs modernes vis-à-vis du monde dans lequel on vit aujourd'hui, de la consommation, de la manipulation, du mensonge des grandes sociétés, etc. Donc, c'est un livre très moderne et je pense que ça pourrait faire une série intéressante. Votre trilogie du mal, composée de L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice, qui a rencontré un succès immédiat, est devenue un best-seller avec plus de 400 000 exemplaires vendus. Qu'inspire le mal pour vous? Mais le mal, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est que le mal aujourd'hui? Si on met de côté les- tout le rapport presque religieux, le diable, etc. Si on met de côté cette partie-là, c'est quoi le mal? Est-ce que le mal existe dans l'être humain? Est-ce que c'est ça qui pousse certains êtres humains à devenir des personnes abominables, ou est-ce que c'est autre chose? C'est en essayant de répondre à ces questions-là que j'ai voulu écrire la trilogie du mal, et que plus tard, même dans d'autres de mes livres, j'ai continué de creuser cette piste-là, ces réflexions autour d'une définition de ce que serait le mal aujourd'hui, en 2021. Est-ce que le mal existe? Est-ce qu'on doit forcément le subir? Est-ce qu'on peut lutter contre lui? Mais avant tout, est-ce qu'on peut vraiment bien l'identifier? Et c'est ça que j'essaie de faire de livre en livre. Alors, j'ai ma définition du mal, mais si vous voulez la découvrir, je vous invite à lire mes livres. Excellente réponse. Et vos fans sont appelés chatanistes. Et depuis la publication de votre premier livre en 2002, vous enchaînez les best-sellers. Comment expliquer cette fidélité de vos lecteurs et quel lien gardez-vous avec eux? La fidélité, elle est particulière parce que j'ai écrit plein de genres de livres différents. Je suis connu pour faire des thrillers très noirs, très documentés, très réalistes. Mais de temps en temps, je fais des romans fantastiques avec des esprits, des fantômes, des romans qui font peur. Donc c'est déjà très différent. Et puis parfois aussi, j'écris des romans comme la série Autre Monde, qui sont des romans d'aventure, de fantaisie, de réflexion autour du pouvoir des adolescents, et donc des livres très différents. Et pour autant, les lecteurs me suivent à chaque fois. Et j'avoue que j'ai été très surpris de ça. Je pensais qu'à chaque fois que je prendrais une direction différente, j'allais plus vendre de livres, mais que c'était pas grave. Il fallait que j'écrive ces livres. Je les avais en moi. Il fallait que ça sorte. Et en fait, les lecteurs ont toujours été là. À quoi ça tient? J'ai du mal à répondre. J'imagine que peut-être que dans mon écriture, les gens se retrouvent, qu'ils aiment bien le style et qu'ils ont envie de me suivre, quel que soit le genre d'univers que je vais développer. Euh, mais après, mon rapport au lecteur, bon là, il est particulier parce qu'avec la pandémie qu'on a vécue, forcément, tout se faisait à distance. C'était assez triste. Mais sinon, j'essaye de circuler, de les rencontrer, de discuter.
Alors, les séances de dédicace que je fais durent très très longtemps. Elles durent en général entre 5 et 8 heures parce que j'aime discuter avec les gens et que quand les gens font la queue pour me voir, moi j'ai envie de pouvoir prendre de temps de discuter avec chacun, de poser des questions, de comprendre ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, de savoir qui ils sont. C'est bien aussi d'avoir des gens en face de soi et de pas seulement avoir un visage et un nom dans un livre, mais aussi d'en savoir un petit peu plus sur chacun d'entre eux. Et donc, ça prend du temps, mais j'aime bien et ces moments-là me manquent. Donc, j'espère pouvoir bientôt pouvoir retourner sur le terrain et j'espère pouvoir le faire bientôt en Corée. Ça serait quelque chose de formidable pour moi. On espère aussi. Vous dites que la pièce préférée de votre maison où vous aimez passer du temps est votre bureau que vous avez vous-même aménagé à l'image d'un cabinet de curiosité fin 19e, rempli d'objets étranges comme une momie égyptienne et un loup-garou empaillé. Et vous collectionnez plein de choses dont les têtes de mort. Et c'est important de créer un espace qui vous coupe du monde pour mieux vous concentrer sur l'écriture. Alors, c'est dommage, je peux pas vous le montrer, le bureau est juste à côté là-bas, avec plein d'objets étranges. Euh, un jour, on fera peut-être une réunion comme ça sur Internet où je pourrais vous promener avec un téléphone dans le bureau, vous montrer des objets très, très, très particuliers. Euh, pour moi, le bureau, il est important parce que il est entre la réalité dans laquelle je vis et je suis et la fiction, qui est mon métier, qui est ce que je fais quasiment toute la journée. Parce que dans ce bureau, il y a des objets étranges partout, des objets qui sont vrais, des objets qui sont des créations. Et quand quelqu'un se promène dans mon bureau, les gens en général sont un peu fascinés parce qu'il y en a partout et ils ne savent jamais si la tête de mort qui est là est vraie, si le squelette d'une créature étrange est un vrai squelette ou pas. J'ai un grand squelette de dragon par exemple, mais il est fait avec des vrais os d'animaux, donc il semble plus vrai que nature. La momie égyptienne qui est là est très réaliste, donc les gens ne savent jamais si elle est vraie ou pas. Et d'être justement entre réalité et fiction, ça me permet de m'immerger dans mon travail. C'est ce que je voulais, c'était créer une espèce de dynamique. Dès que je rentre dans cette pièce-là, il y a de l'encens, donc l'odeur est particulière. Il y a des lumières partout, un peu étranges, un peu anciennes. Et je voulais pouvoir créer une pièce tellement originale que dès que je rentre dedans, au bout d'un moment, il y a une espèce de réflexe qui se met en place, qui veut dire, je suis là, donc je suis dans la fiction, donc je dois inventer, je dois créer. Et c'est ce qui s'est passé au fil du temps. Maintenant, dès que je rentre dans la pièce, en quelques instants, mon esprit a acquis cette espèce de réflexe d'immédiatement switcher et se mettre en mode créatif. Et donc, même quand je suis pas réveillé ou que je suis pas dans mon livre, je rentre dans la pièce et en 5 minutes, boum, l'esprit se met en mode création. Et en général, ça va assez vite. Je me mets devant mon clavier et je peux écrire. Le thème de l'édition du Salon international du livre de Séoul est ponctuation. Selon vous, quels efforts seront nécessaires pour que la pandémie de COVID-19 ne devienne pas un point final, mais une virgule qui marque une pause avant le retour à la normale? Oh, je pense on est bien parti avec les vaccins dans le monde entier, les choses avancent, donc j'ai bon espoir que on en tire les leçons aussi. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est bon, ce qu'on a vécu, on peut rien changer. J'ose croire qu'on est à la fin de tout ça. Maintenant, quelles leçons on va en tirer? Est-ce qu'on va être capable de se rendre compte que ce qui émerge dans un endroit très loin de chez nous parfois peut contaminer le monde entier, avoir des répercussions phénoménales sur du long terme, parce que ça a duré 1 an et demi et c'est pas encore fini, tout à fait. Est-ce qu'on va être capable de créer des outils et des moyens et une réactivité qui serait internationale? Est-ce qu'on va être capable de tirer des leçons euh, pour fédérer le monde entier autour d'une réactivité immédiate si ça devait se reproduire? Parce que cette pandémie a été dramatique, mais imaginez ce qu'elle aurait été si le virus avait été encore plus mortel. Euh, si le virus avait été encore plus dangereux, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait des milliards de morts. Alors, si demain, ça devait arriver à nouveau avec un virus encore plus dangereux, il faudrait qu'on soit absolument capable de réagir tous mondialement
très rapidement et de façon coordonnée. Est-ce que ça, on va être capable de le mettre en place ou est-ce que les frontières internationales, nos barrières culturelles, économiques vont être encore plus fortes avec nos méfiances? Voilà, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'y croire, mais je suis parfois un peu dubitatif quant à notre capacité humaine à être méfiants les uns des autres. Et ça me désole. Il y a une phrase d'un auteur français qui s'appelle Saint-Exupéry, qui est accrochée sur un des murs chez moi, qui disait si tu es différent de moi, tu m'enrichis. Et je trouve cette phrase tellement vraie. Nos différences doivent aujourd'hui être nos forces. Et plutôt que de se sentir méfiant vis-à-vis des différences des autres, on devrait aujourd'hui se dire, mais non, il faut se servir de ces différences pour se construire les uns avec les autres. Et cette pandémie-là nous a donné une bonne leçon. J'espère qu'on va savoir en faire quelque chose d'intelligent, au nom de tous les gens qui sont morts pendant cette pandémie. Et avant de nous quitter, pouvez-vous laisser quelques mots à vos lecteurs qui espèrent vous accueillir ici en Corée du Sud dans un avenir proche? J'espère de tout cœur pouvoir venir vous voir un jour en Corée et j'espère que ce sera bientôt. Vous rencontrer, pouvoir mettre des visages, des noms sur vous, lecteurs coréens, pouvoir apprendre de vous, de votre culture, que vous m'emmeniez à différents endroits de votre pays qui est si fabuleux et qui fait rêver depuis la France. Et puis pour m'immerger dans votre culture formidable. Et en plus, je suis un grand gourmand, donc j'ai très envie de découvrir votre cuisine qui fait rêver depuis la France. Donc voilà, j'espère très bientôt pouvoir avoir ce plaisir et même cet honneur de venir vous voir en Corée. Je croise les doigts pour que ce soit dès l'année prochaine. Je vous remercie de nous avoir accordé de votre Merci à vous. précieux temps et j'espère que cette interview permettra aux lecteurs sud-coréens de mieux comprendre votre univers et donnera envie de découvrir vos ouvrages. Et venez retrouver Maxime Chattam le 8 septembre 2021 pour une rencontre exceptionnelle avec l'auteur sud-coréenne Srom à l'occasion du Focus Polar organisé dans le cadre du Salon international du livre de Séoul 2021. Merci à vous. Merci à vous, formidable, j'ai hâte.